Je suis médecin et je travaille dans un centre d'addictologie. Donc, le centre d'addictologie, ça s'appelle des XAPA. Et on prend en charge en ambulatoire, donc c'est des gens qui ne sont pas hospitalisés, c'est des suivis qui peuvent se faire sur des mois, voire des années, des personnes qui souffrent d'une addiction et qui sont volontaires pour se guérir de leur addiction. Ça peut être des addictions, ce qu'on appelle à produits, avec de l'alcool, du cannabis ou des opiacés, ou des addictions comportementales sans produits, comme les troubles du comportement alimentaire ou des addictions au jeu. Et j'exerce dans un département qui est semi-rural, là dans les Alpes de Haute-Provence, donc c'est au nord du Var. Et Digne, la préfecture, est à environ 150 km de Marseille et 150 km de Nice. Alors, Violaine m'a demandé de présenter ce sujet sur les liens entre addiction et antécédents de violence sexuelle, parce que c'est quelque chose qui est connu et dont on parle souvent. Donc, par exemple, l'étude IFSEA, qui avait été coordonnée par Muriel Salmona, qui était l'impact des violences sexuelles à l'âge adulte d'agressions sexuelles subies pendant l'enfance, retrouvait une victime sur deux victime de violences sexuelles qui, plus tard dans sa vie, développait un trouble addictif hors tabac. Pour illustrer ça, pour montrer que c'est quelque chose qui est vraiment dans le domaine public et que tout le monde connaît, je vous ai mis un court extrait d'une émission radiophonique là, qui est passée il y a quelques semaines à l'occasion de la sortie du livre de Caroline Doléan, qui est une jeune femme qui avait été agressée sexuellement et qui raconte dans un livre sa reconstruction. Dans le livre de Caroline, et je vous remercie vraiment pour votre témoignage, parce qu'on voit à quel point cet acte ignoble et d'une violence extrême va chambouler votre vie, votre pensée, va chambouler votre corps et va être, pendant un certain nombre d'années, vous amener à souffrir. Et ce besoin de prendre des produits, à un moment donné, vous prenez beaucoup de produits pour calmer, pour vous, pour vous dissocier, pour supporter le quotidien. Ces produits, pour dire clairement les choses, docteur Lazimi, ces produits sont des drogues. Ah, mais clairement. Des drogues, clairement, de l'alcool, on peut dire échapper à la prison qui est devenue ce corps. Tout à fait, pour se soulager, pour tempérer cette peur, cette angoisse, comprise ou pas comprise, consciente ou inconsciente. En tous les cas, nos études montrent que quand on a été victime de viol, on a un risque par rapport à une autre personne 12 fois plus élevé d'être addict aux drogues. Donc c'est quand même quelque chose d'important. Et si on reprend les tableaux cliniques, il y en a un grand nombre. Voilà, donc c'était une intervention du docteur Lazimi, là, qui est quelqu'un qui est spécialisé là, sur les violences sexuelles. Violaine m'a demandé de faire une étude là, dans mon XAPA un petit peu sur ce lien entre addiction et antécédents de violences sexuelles. L'intérêt, c'est que c'est quelque chose donc, qui devrait paraître évident, mais qui, pour les addictologues, et quand j'en discute avec mes collègues, est très peu abordé. C'est-à-dire qu'on, vraisemblablement, dans l'EXAPA, on va le voir, on a un nombre très important de personnes qui ont subi des agressions sexuelles. Vraisemblablement, puisque ça c'est une base de l'addiction, quand on est addict à un produit, c'est qu'on prend un produit comme un médicament en fait, pour traiter une souffrance psychologique. Donc ce qu'on peut penser, c'est que ça va être difficile de prendre en charge ces gens et traiter leur addiction si on n'aborde pas la raison pour laquelle ils consomment, quelle est l'agression sexuelle, et pourtant c'est rarement fait. Donc, la méthodologie de l'étude, c'est quelque chose qui est assez simple, puisque moi, je travaillais un peu sur le flux quand je voyais des patients et je ne pouvais pas dégager beaucoup de temps pour cette étude. Donc, ce que j'ai fait, c'est pendant 6 mois, chaque fois que je voyais un nouveau patient, donc un patient que je ne connaissais pas, je lui posais la question s'il avait subi par le passé déjà des agressions sexuelles, et s'il y avait une agression sexuelle, je lui faisais remplir un questionnaire qui était très court pour avoir quelques informations dessus.
Donc sur la période là, de l'étude, j'ai reçu 155 patients. Il y en a 124 qui ont été inclus dans l'étude. Donc il y en a une vingtaine qu'on n'a pas pu inclure, toujours pour des raisons, soit des patients qui ne parlent pas bien le français, soit des patients qui sont alcoolisés. Enfin, bon. Mais globalement, je pense que l'étude est assez représentative de ce que je vois dans mon XAPA. Donc l'âge médian était 38 ans, avec le patient le plus jeune qui avait 15 ans et le plus âgé 82 ans, et environ, tout type d'addiction était représenté, l'alcool étant, comme dans tous les XAPA, l'addiction la plus fréquente pour laquelle les gens consomment. Donc les résultats, en fait, j'ai essayé d'aborder deux choses, voir si cette population de gens que je recevais dans mon XAPA qui avaient été agressés sexuellement était différente des personnes agressées sexuellement habituellement, c'est-à-dire s'ils avaient des spécificités propres à l'agression, une spécificité propre qui allait entraîner l'addiction. Et puis aussi, après, voir comment les prendre en charge et qu'est-ce qu'on pouvait faire pour les aider. Donc j'ai essayé de comparer les données de mon étude par rapport à ce qu'on trouve dans la littérature. Donc là, dans le présent, j'ai comparé à l'enquête Contexte de sexualité en France, qui était une étude qui a été faite par Nathalie Bajos il y a une dizaine d'années, qui était une étude sur plus de 10 000 personnes et qui visait à voir sur la population française générale combien de personnes avaient dans leurs antécédents des agressions sexuelles. Donc moi dans mon étude, j'ai trouvé chez les femmes donc 45%, donc pratiquement une personne sur deux des personnes qui venaient me consulter avaient eu une agression sexuelle par le passé. L'enquête CSF montait 20%, donc déjà un chiffre qui est beaucoup plus important. Chez les hommes, on va voir que, on peut dire tout de suite une partie des résultats, c'est-à-dire que j'ai une surreprésentation des femmes par rapport à la population générale, c'est-à-dire que dans le XAPA, j'ai un nombre très important de femmes qui ont eu des agressions sexuelles, c'est beaucoup plus que ce qu'on peut retrouver dans la population générale, alors que chez les hommes, les chiffres sont assez proches. Donc l'enquête CSF donnait à peu près 7%, moi j'avais 10% des hommes qui avaient une agression sexuelle. Au niveau des viols, donc l'enquête CSF donnait environ 7%. Moi, j'avais 30%, dont 12 personnes sur 40 femmes qui avaient subi un viol, donc quand même 5 fois plus. Et au niveau des hommes, donc ce qu'on disait, des chiffres qui sont comparables autour de 2%. L'âge de la première agression sexuelle, on retrouve à peu près les mêmes chiffres que ce qui est connu, c'est-à-dire une immense majorité, ça a été avant la majorité, c'est-à-dire 84% dans mon étude contre 80% dans l'étude IFSEA. Environ une personne sur deux, c'était avant leurs 11 ans. Et là, il y a une différence avec l'étude IFSEA. Dans mon étude, l'étude IFSEA trouvait 20%, donc une personne sur 5 qui avait eu son agression sexuelle avant 6 ans. Et moi, j'en trouve beaucoup moins, mais c'est vraiment la seule différence là, qu'on retrouve. Au niveau de l'âge de l'auteur, les études habituellement considèrent qu'il y a 25% des auteurs qui agressent une mineure, qui sont eux-mêmes mineurs. Moi, je retrouve 23%, donc on est tout à fait dans les chiffres habituels. Sur la répétition des agressions, donc c'est bien sûr connu que quelqu'un qui a subi une agression sexuelle, il va avoir ensuite un enchaînement avec très souvent des répétitions. Donc moi, dans mon échantillon, j'ai trouvé pratiquement 60% de personnes ayant subi un viol qui en avaient un nouveau après par la suite. Et l'étude IFSEA en retrouvait 70%. Sur les tentatives de suicide, donc c'est aussi quelque chose qui est connu, qu'environ une personne sur deux qui a subi une agression sexuelle va par la suite dans sa vie faire une tentative de suicide. Donc moi j'ai retrouvé 48% dans mon étude. Sur savoir si l'auteur est quelqu'un qui était connu ou pas de l'agressé,
Donc je retrouve toujours des chiffres comparables à ce qu'on connaît, c'est-à-dire que l'immense majorité, dans mon étude, donc 8 personnes sur 10, c'était des proches qui étaient connus de la victime, et une fois sur deux, une personne qui était de la propre famille de la victime. Les actions en justice, donc habituellement on considère qu'il y a 10% des personnes agressées sexuellement qui vont faire une action en justice. Moi, je trouve un chiffre qui est plus élevé, 25%. Bon, ça peut venir que l'échantillon est quand même très faible et qu'il manque un peu de puissance et qu'il peut avoir, que ça soit pas très représentatif. Ça peut venir aussi du fait que, je l'ai dit, les viols sont surreprésentés dans l'étude, donc ce qui peut expliquer, comme il y a eu beaucoup plus de viols par rapport aux agressions sexuelles, qu'il y ait quand même plus de personnes qui aient porté plainte. Donc ça, c'est un chiffre là, qui est intéressant. Je me suis intéressé sur savoir, quand je voyais donc une personne qui avait été agressée sexuellement, si elle n'avait pas porté plainte, si le délai de prescription était dépassé et si elle pouvait encore le faire. Et donc, sur l'ensemble des personnes incluses dans l'étude, donc sur les 124 personnes, il y en a 10, donc à peu près 10%, qui avaient la possibilité encore de faire une action en justice si elles le désiraient. Donc c'est quelque chose que je trouve qui est assez énorme, c'est-à-dire qu'en XAPA, on a une personne sur 10 qui vient, qui a une agression sexuelle, qui n'a pas porté plainte et qui pourra encore le faire. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à travailler là à ce niveau. Une autre chose à laquelle je me suis intéressé au niveau de la prise en charge, c'est d'essayer de connaître, d'intégrer l'agression sexuelle dans le parcours de vie de ces patients et patientes, sachant que dans un certain nombre de cas, c'est des enfants qui ont eu une enfance très difficile avec des violences des parents sur eux, des placements en foyer, avec multiples foyers, à nouveau des agressions. Et là où l'agression sexuelle est un élément traumatisant parmi plein d'autres, et je ne pense pas que la prise en charge spécifique de l'agression sexuelle va les aider. Il faut vraiment une prise en charge globale. Mais par contre, il y a des fois où c'est des enfants qui avaient une enfance qui était tout à fait standard, avec des parents attentifs et qui manquaient pas du tout d'affection, et où l'agression sexuelle arriverait un peu comme un coup de tonnerre dans un ciel bleu, et là, leur vie bascule. Et là, à l'évidence, ces personnes, je pense, doivent bénéficier d'une prise en charge psychothérapie centrée sur l'agression sexuelle pour qu'elles puissent guérir de leur addiction. Donc c'est bon. Puis j'ai eu des personnes qui étaient un peu intermédiaires entre les deux, mais les personnes où l'agression arrive un peu comme un coup de tonnerre dans un ciel bleu, ça représentait aussi 11% des 124 personnes qui ont été incluses dans l'étude. Donc un chiffre qui est vraiment important, je trouve. Donc discussion et conclusion, on va redire un petit peu ce que je viens de dire. C'est-à-dire qu'en gros, les chiffres montrent que les personnes qui développent une addiction après une agression sexuelle, en termes de fréquence d'addiction, d'âge de la première addiction, âge de l'auteur, etc., n'ont pas de différence significative avec celles qui n'en développent pas. Hein. Donc on ne retrouve pas de différence, enfin tout au moins dans mon étude. Après, parmi les patients donc, inclus dans l'étude, il faut retenir donc, que chez les hommes, il n'y a pas de surreprésentation par rapport à la population générale, mais par contre, chez les femmes, il y a une surreprésentation des antécédents d'agression sexuelle par rapport à la population générale. Environ une femme sur deux qui consultait dans mon XAPA avait eu une agression sexuelle, et donc surtout 30% de ces femmes avaient eu un viol. Donc ça, on l'a vu, 5 fois plus que dans la population générale. Donc ça veut dire que, à l'évidence, si on veut traiter l'addiction de ces femmes, il faut aborder une psychothérapie de l'agression sexuelle. Alors, j'aurais tendance à dire, un peu comme la présentation de ce matin, que
On peut le voir comme un cataclysme qui est après en première l'agression sexuelle, en plus le développement d'addiction. Mais on peut aussi le voir en sens inverse en disant que ça va être un moyen de récupérer assez facilement ces femmes qui sinon sont perdues dans la nature et qui ne pensent pas à se faire aider. Et là, le fait qu'elles consultent pour une addiction, si les XAPA sont formés à les prendre en charge, ça va permettre d'en traiter en grand nombre, ce qui serait plutôt une bonne chose. Mais bien sûr, comme on le disait ce matin là, pour les sages-femmes, avant, il faudra former les addictologues et les personnes travaillant en XAPA à les prendre en charge et dans un premier temps, simplement à poser la question pour savoir si une personne qui consulte en XAPA a déjà par le passé subi une agression sexuelle. Donc les deux autres chiffres, 10% à peu près des patients relèvent d'une prise en charge spécifique de l'agression sexuelle. Donc on l'a vu, c'était des patients qui avaient une enfance assez standard et qui développaient une addiction. Et puis donc surtout, bon ça je ne m'étends pas dessus parce qu'on en a déjà bien parlé tout à l'heure, et puis surtout quelque chose je pense qui est quand même intéressant, c'est qu'également il y a 10% des personnes qui consultent en XAPA qui ont subi une agression sexuelle, qui n'ont pas porté plainte et dont la date de prescription n'est pas dépassée, qui seraient encore en capacité de le faire. Moi, je pense qu'il y a quelque chose à travailler dessus. Dans mon département, j'aimerais bien développer une relation avec un membre de force de l'ordre, que ce soit de la gendarmerie, de la police, qui pourrait venir chez nous, si la patiente est d'accord, expliquer si elle porte plainte, ce qui va se passer, comment ça va se passer. Et ça aurait donc l'avantage, deux choses qui seraient intéressantes. Une, je pense, de permettre à des auteurs encore dans la nature et potentiellement dangereux d'éventuellement d'être mis en examen. Pas plus tard, là, qu'il y a 2 semaines, j'ai vu une jeune femme pour la première fois, là, qui avait une trentaine d'années, qui avait été agressée sexuellement. Enfin, c'était sa première relation sexuelle à l'âge de 13 ans, dans le cadre d'un centre aéré par un adulte qui l'encadrait. Bon, cette personne, à l'évidence, c'est un prédateur sexuel qui a dû recommencer par la suite. Et je pense que si j'arrive donc la difficulté, c'est de laisser le libre choix à la personne et qu'elle ne se sente pas obligée de porter plainte. Mais si j'arrive à l'accompagner pour qu'elle porte plainte, je pense que c'est quelqu'un qui peut être mis hors d'état de nuire, alors que vraisemblablement, il a continué à faire des agressions sexuelles par la suite. Cela aurait aussi l'intérêt pour ces patients à les aider à être reconnus en tant que victimes, et donc par ce biais leur permettre de mieux faire le lien entre leur addiction et leur agression, parce que c'est une des difficultés que je rencontre. Là. Donc moi, systématiquement, je pose la question quand je vois une personne si elle a déjà par le passé eu à subir une agression sexuelle. J'ai assez de mal à ce que les gens acceptent de se faire prendre en charge cette agression sexuelle de manière spécifique, c'est-à-dire qu'elles viennent pour un problème d'addiction, elles veulent qu'on s'occupe du problème d'addiction, et elles ne font pas le lien entre l'agression sexuelle et leur addiction. Et donc j'ai du mal à les inciter à faire une psychothérapie au niveau de l'agression sexuelle. Donc je pense que le fait de les accompagner pour porter plainte peut, au bout d'un certain temps, les amener à faire ce lien et faciliter la prise en charge. Voilà, je vous remercie de votre attention.